Et voilà, bienvenue les amis dans ce nouveau JT du grenier réalisé sans montage, sans trucage, avec les petites marmottes de la sagesse qui vont servir à faire le point. Pour mon autofocus autofocant, mes petits singes, mes poules, mes marmottes et finalement toute la joyeuse ménagerie normande de ce grenier vous salue bien bas avec des choses qui vont commencer à devenir absolument passionnantes. Et l'alerte au crack, cette alerte au crack lancée par le gouverneur de la Banque centrale du Canada, et vous verrez que c'est pas le seul, le gouverneur de la Banque centrale de Norvège a également parlé, c'est les gouverneurs des petites banques centrales qui parlent, et c'est fort intéressant. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Je vous propose d'étudier ça ensemble dans ce nouveau JT du grenier. Encore une fois, pas de vérité absolue, pas de certitude évidemment, mais des raisonnements, des réflexions, des analyses qui font appel à votre esprit critique, à votre sens de la réflexion, et bien tout simplement pour alimenter chacun et chacune de nous. Alors, cette alerte au crack lancée par la Banque centrale du Canada, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, alors la petite tête que vous voyez là, c'est celle du gouverneur de la Banque centrale canadienne. Chaque année, la banque publie ce rapport pour présenter l'évaluation de la stabilité du système financier canadien. Et donc, on a la même chose faite par la Banque de France, par exemple, enfin par les différentes banques centrales d'ailleurs du SEBC, le système européen des banques centrales, tout en sachant que, bien entendu, là où on prête encore une oreille plus attentive, c'est quand c'est Christine Lagarde qui parle. Là, c'est pas le cas, mais c'est ça qui est très intéressant. Le premier message est que le système financier canadien demeure résilient. Ok, on commence par une bonne nouvelle, c'est pas surprenant. Le système financier va se casser la margoulette. Ouh là, mon Dieu, stupeur, tremblement, les marchés s'effondrent et donc c'est ce qu'on appelle une prédiction autoréalisatrice. Vous imaginez quelqu'un qui a de très très grandes fonctions extrêmement importantes. Le président de la Banque centrale américaine, la Fed, vous dit oh là, on va tous mourir, tous aux abris, ben évidemment, tous aux abris et on meurt tous. C'est ce qu'on appelle les prédictions autoréalisatrices. Donc évidemment, certaines personnes ne peuvent pas dire certaines choses sans provoquer certaines réactions. Donc elles sont obligées d'avoir une maîtrise très importante de leur message et de leur discours. Au cours de la dernière année, les ménages, les entreprises, les banques et les autres institutions financières ont pris des mesures proactives pour s'adapter aux taux d'intérêt plus élevés et se prémunir contre les chocs économiques. Très bien, parfait. Le deuxième message est que cette adaptation prendra encore du temps et qu'elle continue de présenter des risques pour la stabilité financière, bien évidemment. Les marchés pourraient toutefois connaître une certaine volatilité au fil de l'évolution des attentes concernant le moment et l'ampleur des baisses de taux directeurs par les banques centrales. Et oui, les marchés anticipent des baisses de taux, or les baisses de taux risquent de ne pas arriver. Et d'importants risques géopolitiques et économiques continuent de planer, c'est évidemment le moins que l'on puisse dire. Dans ces circonstances, les ménages et les entreprises continuent de s'adapter aux hausses passées de taux d'intérêt. Certains indicateurs de tension financière ont augmenté. Parallèlement, les valorisations de certains actifs financiers semblent tendues. Cela accroît le risque d'une forte correction pouvant entraîner des tensions à l'échelle du système. Si nous traduisons, les actifs sont trop chers, les tensions géopolitiques sont trop importantes, la hausse des taux a été très conséquente, les marchés anticipent une baisse qui risque de ne pas arriver, donc la volatilité, comprendre un risque de krach, ne peut pas être écartée, voire même se rapproche, et ce risque de correction pourrait entraîner des tensions à l'échelle du système. Comprenez des faillites de banques ou des faillites dans le système financier. Et il conclut en disant, notre gouverneur de la Banque centrale canadienne, le recours croissant aux leviers financiers observé récemment dans le secteur financier non bancaire pourrait amplifier les effets d'une telle correction. Donc attention, en plus il y a de la
spéculation avec de l'argent qu'on n'a pas et de l'effet de levier, c'est je spécule sur 100 en mettant que 10, et donc évidemment si je perds 50, et j'avais que 10, j'ai perdu 40. Vive l'effet de levier. Alors l'effet de levier c'est génial quand les marchés montent, mais si jamais on est pris à contre-pied, et bien évidemment c'est une mauvaise expérience pour la banque concernée, enfin la banque ou l'institution non financière, non bancaire concernée. Je vous parlais de la Norvège, tiens, j'ai pas changé le titre, donc là c'est pas la Banque centrale du Canada, c'est la Norvège. La Norvège opte pour le statu quo et pourrait prolonger sa politique restrictive, c'est un article de Challenge. En Norvège, autre petite banque centrale, mais vous avez deux banques centrales majeures en termes de nombre d'habitants, la Banque centrale américaine bien évidemment, la Banque centrale européenne bien évidemment, et puis après quand on prend la Banque centrale de la Norvège avec les Norvégiens et les quelques millions de Norvégiens, ou la Banque centrale même du Royaume-Uni, la Bank of England, et les Anglais, ils sont pas 400 millions non plus. Donc évidemment, c'est petit dans le sens de masse monétaire. Pareil pour la Banque nationale suisse, la Banque centrale suisse. La Suisse est un petit pays en termes d'habitants et donc un petit pays en termes de masse monétaire. Donc il n'y a rien de péjoratif. La Banque centrale norvégienne a maintenu vendredi comme attendu son taux directeur à 4,5 et a prévenu qu'une politique monétaire restrictive pourrait être nécessaire pendant plus longtemps que prévu afin de juguler l'inflation. Qu'a-t-il dit, le gouverneur de la Banque centrale? Il a dit que les données disponibles jusqu'à présent pourraient suggérer qu'une politique monétaire stricte pourrait être nécessaire pendant un peu plus longtemps que prévu. Et oui, on va pas baisser les taux tout de suite, les cocos. Ah, ça c'est passionnant. Et donc justement, on va commencer à avoir des sources d'inquiétude, et c'est le cas aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de krach ou de correction financière sans que ça ne se repose sur rien. Donc vous avez le krach qui est lié à un événement exogène, signe noir, plus ou moins imprévisible, un emballement du conflit au Moyen-Orient, l'Iran qui bloque le détroit d'Ormuz, le pétrole qui explose, boum, ça va provoquer un krach. De la même manière, une extension du conflit entre l'OTAN et la Russie, boum, ça va provoquer un krach. Voilà, donc ça ce sont des événements, regardez, Covid a provoqué un krach, etc., etc. Donc, ça ce sont les événements exogènes plus ou moins imprévisibles. Et puis, vous avez les événements ou les informations économiques qu'on peut maîtriser, qui sont prévisibles, qui s'accumulent et qui dessinent un tableau d'analyse économique, qui est un tableau qui nous amène logiquement à une correction qui peut se transformer potentiellement en krach. Et c'est tout à fait logique, ça s'est passé déjà 1000 fois dans l'histoire des marchés et de l'économie. C'est pas la fin du monde du tout, loin de là. La croissance américaine au dernier trimestre, quatrième trimestre 2023, c'est 3,4%, un dynamisme donc important de l'économie américaine, et donc malgré une hausse des taux qui est historique, qui n'a jamais été aussi rapide et aussi importante, donc ça serait la seule hausse de taux qui ne produit pas une récession, mais qui continue à produire de la croissance, 3,4% de croissance au dernier trimestre 2023, on nous a vanté la résistance de la croissance américaine. Petit problème, toujours sur la tribune, la croissance a ralenti plus que prévu au premier trimestre 2024. Donc, dernier trimestre 2023, 3,4. Premier trimestre 2023, 3,4. Premier trimestre 2024, plus que 1,6% de croissance en rythme annualisé. Donc, on passe de 3,4 à 1,6. Ça s'appelle un au ralentissement de la hausse de la croissance. S'agit-il des premiers signes que l'on se dirige et que l'économie américaine se dirige vers une récession économique provoquée justement par cette hausse des taux? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question qui est évidemment centrale, essentielle et qui va nous permettre d'envisager et de raisonner et donc de prévoir une éventuelle correction sur les marchés, eh bien, il faut se demander quelles sont les raisons de la résilience de l'économie américaine. Pourquoi jusqu'à présent l'économie américaine n'a pas chuté malgré cette hausse considérable des taux d'intérêt?
Et avant de répondre à cette question, j'avais oublié que je vous avais mis ça et j'avais intercalé ça. Aux États-Unis comme en France, l'inflation reste élevée. Regardez, aux États-Unis, l'inflation repart à la hausse en mars à 2,7%. On est très très loin de l'objectif des 2%. En France, c'est les salaires qui progressent plus vite que l'inflation, faisant craindre une spirale de la boucle prix-salaire. Donc les prix augmentent, les salaires augmentent et les salaires ayant augmenté, les prix augmentent encore. Bref, l'inflation s'installe et s'auto-alimente. Alors, il y a des raisons, et on va répondre à la question que je vous posais, qu'est-ce qui explique la résilience de l'économie américaine? C'est super important. Il y a des raisons objectives à la résilience de cette économie américaine. Elles ne sont pas éternelles, on va également voir pourquoi. Alors, les raisons objectives de la résilience américaine, la grande raison, la première raison, sans doute celle qui est la plus majeure, excusez-moi, c'est que contrairement à ce que l'on croit sur les États-Unis, parce que c'était vrai en 2007, et si vous faites un sondage dans la rue comme ça, de manière non randomisée, non anonymisée et pas en double aveugle, ceux qui veulent comprendre et qui ont la ref comprendront, eh bien, vous posez la question, alors, comment on emprunte aux États-Unis, à taux fixe ou à taux variable? À taux variable, mon brave monsieur. C'est pour ça qu'ils avaient eu le problème avec la crise des subprimes. Eh ben oui, eh ben non. Ça, c'était vrai. C'était vrai en 2007. En 2007, l'écrasante majorité des Américains empruntaient à taux variable. Eh bien, aujourd'hui, ils se sont adaptés et ils empruntent massivement. 95%, regardez, c'est les sources FMI. En 2022, les Américains empruntent à 95% à taux fixe. En France, on est juste en dessous, 94%. Ça veut même dire que les Français prennent plus de taux variables que les Américains, c'est vous dire. Donc, ça rend évidemment l'économie américaine beaucoup moins sensible à la hausse des taux d'intérêt que ce n'était le cas dans les années 2007 à 2010-2012, bien entendu. Ça, ils ont appris de leurs erreurs et donc ils n'empruntent plus à taux variable, ils payent plus cher, mais ils empruntent à taux fixe, ce qui fait que de toute manière, même si les taux ils montent, une fois qu'on a emprunté, on a emprunté. Donc bien évidemment, notre mensualité n'augmente pas, c'est tout l'intérêt du système qui était français à cette époque-là, quand on raisonne par rapport à la crise des subprimes, pour les plus anciens, ceux qui l'ont vécu, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, ou en ont juste entendu parler, mais la réalité, c'était des taux variables, et donc comme les gens étaient à taux variable, quand les taux sont passés de 4% à 10%, ils ne pouvaient plus évidemment payer leur crédit. Regardez tous ces pays, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Belgique, tous ces grands pays empruntent principalement à taux fixe. Attention, le seul pays qui emprunte à taux variable de manière très importante, c'est le Japon, qui a des taux très très bas depuis des décennies. Attention, ça c'est un vrai risque, parce que le Japon c'est une vraie économie occidentalisée importante, avec beaucoup d'encours de crédit, avec un système financier qui fait partie du système mondialisé financier, et donc une crise au Japon peut avoir un impact bien entendu sur le reste du monde. Donc ça, c'est un tableau très 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 intéressant pour comprendre la résilience de l'économie américaine. D'ailleurs, la BRI, qui est la Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales, ne s'y trompe pas. Et dans sa dernière analyse, elle démontre parfaitement que le secteur du logement transmet moins la hausse des taux qu'avant. Le logement comme vecteur de transmission, l'évolution des caractéristiques des marchés résidentiels et hypothécaires a affaibli la transmission de la politique monétaire dans certains pays en bleu, mais l'a renforcée dans d'autres pays en rouge. Alors c'est marrant, ici vous avez le Japon, donc vous voyez ça correspond complètement à ce que je vous dis. Attention aux taux variables au Japon, ça c'est un vrai risque. Voilà, bon, l'économie chilienne, elle aura forcément beaucoup moins d'effet dans l'économie mondiale que l'économie japonaise. Et donc regardez, les États-Unis, ils sont où les États-Unis? Je ne les vois plus. Je suis perdu quand je vous dis que c'est sans trucage et sans montage. Je les retrouve plus. Ici, voilà. Donc vous voyez, vous avez quasiment du bleu partout, donc les États-Unis c'est là. Et la France, on est ici, donc voilà, on a une baisse très significative
de la transmission de la politique monétaire via le logement dans l'économie réelle. Encore une fois, la grâce ou la faute, mais c'est plutôt la grâce, bien entendu, au taux fixe. Mais ce n'est pas les seules raisons. Vous avez d'autres raisons objectives à la résilience de l'économie américaine. Notamment, l'économie américaine est très diversifiée, ce qui fait que ça a donné un concept qui s'appelle la récession roulante. Et cette idée de récession roulante, c'est dire il y a un secteur qui souffre, et quand il y a un secteur qui souffre, ils ne souffrent pas tous en même temps. Donc il y en a toujours un ou deux pour rattraper les autres et donc compenser. Donc il y a toujours certains secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. Ce qui est pas fou. Une économie qui est très orientée sur les services et attendez, je vérifie un truc. Je pense que oui, c'est bon, mon micro fonctionne. Une économie qui est très orientée sur les services, et bien entendu, les services sont beaucoup moins tributaires des marchés financiers, c'est beaucoup moins intensif en termes de besoin de capital financier. Quand vous créez une grosse industrie, vous avez besoin de milliards et de milliards pour construire votre usine, lancer votre chaîne de production, et puis ça va s'amortir sur des années et des années. Les services nécessitent moins de capital, on dit que c'est moins intensif en besoin de capital que les grosses industries, ce qui veut dire que évidemment, les sociétés de services et une économie de services a moins besoin d'argent, donc elle est moins sensible à la hausse des taux qu'une économie purement industrielle. Je vais même aller plus loin. Aux États-Unis, quand vous prenez les GAFA, enfin les GAFAM même, vous vous rendez compte que ce sont même des très très grosses sociétés qui ont une trésorerie positive. Donc eux, quand les taux augmentent, à la limite, comme elles ont des sous, regardez, prenez le cas d'Apple, ils ont des dizaines de milliards d'euros de trésors de guerre et de trésorerie. Et bien quand les taux montent, au lieu de placer leur trésorerie à 0, ils la placent à 4% et ça fait des milliards de bénéfices en plus. Les Américains, en raison de la pandémie Covid, disposaient d'une réserve de cash de 2400 milliards de dollars. C'est sensiblement l'équivalent du PIB de la France. Donc vous imaginez, juste en capacité d'épargne, en argent qui n'avait pas utilisé et pas consommé. Donc ça a été réinjecté petit à petit dans l'économie. Alors ça va prendre fin justement, et c'est plus ou moins en train de prendre fin. Mais ils avaient une très grosse réserve de cash, et cette très grosse réserve de cash a donné de l'inertie à l'économie pendant cette hausse de taux d'intérêt. Enfin, les pénuries et les problèmes d'approvisionnement liés aux perturbations de production, de supply chain, de chaînes logistiques, etc. Eh bien, ça a perduré pendant longtemps, ça a décalé beaucoup de projets que les gens voulaient quand même faire, et donc tout ça, ça a mis tellement de temps à revenir à la normale que finalement, ça a créé un réservoir de croissance, de rattrapage de croissance, qui est l'une aussi des explications de cette résilience américaine, mais également que l'on retrouve dans une moindre mesure aussi en Europe, puisqu'on n'est pas encore totalement en récession en Europe, même si on s'en rapproche, bien entendu, de manière très précise, hélas. Des inquiétudes qui montent, ici c'est le billionnaire, le milliardaire Barry Sternich, qui est le cofondateur, président du géant immobilier de 115 milliards de dollars, qui s'appelle Starwood Capital Group. C'est quand même un gros fonds immobilier américain, et il s'inquiète pour les plus de 4000 banques régionales aux États-Unis. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, vous avez quelques très grosses banques, bien entendu, et puis vous avez des milliers de petites banques régionales et communautaires. Je pense que vous allez voir une banque régionale faire faillite tous les jours ou chaque semaine, ou peut-être 2 par semaine, a-t-il déclaré à CNBC, qui est un grand média financier aux États-Unis. Pour lui, le risque principal et la cause de tout cela, c'est la fragilité de l'immobilier commercial et de bureaux. Tout le monde emprunte à taux fixe dans l'immobilier résidentiel, il n'y a pas particulièrement de problème systémique, j'entends, bien entendu, je parle de problèmes systémiques. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour les problèmes de bureaux, de locaux commerciaux, ou entre le changement d'usage lié au télétravail qui s'est instauré, eh bien, le besoin de mètres carrés de bureaux a fondu comme neige au soleil, mais les surfaces disponibles et vides sont considérables. Idem pour les grands magasins, eh bien, il y a de moins en moins de grands magasins. Les galeries commerciales souffrent
énormément, et c'est assez logique, elle souffre du e-commerce, donc changement d'usage sur l'immobilier commercial, un changement d'usage majeur, et ça c'est un vrai sujet, parce que les pertes de valorisation sont considérables. Des immeubles de bureaux dans des adresses hyper premium ont perdu 80%. J'avais fait plusieurs articles Insolentiae là-dessus. Des inquiétudes qui montent toujours, et donc là on a encore un autre élément qu'il faut garder en tête, et il faut toujours surveiller ce que font les gros, ce que pensent les gros. Ici, Warren Buffett du Berkshire Hathaway, c'est son fonds. Eh bien, Warren Buffett vend Apple, qui est sa plus grosse ligne. Apple est également, donc je vous disais, la plus grosse participation dans le fonds géré par Warren Buffett, et il vient de vendre pour 21 milliards de dollars d'actions Apple. Les montants détenus par Buffett sont absolument considérables. Il lui reste de mémoire 130 ou 140 milliards de dollars d'actions Apple. D'accord ? Donc évidemment, il ne peut pas se débarrasser des actions Apple en un claquement de doigts. Il ne peut pas se mettre à vendre 200 ou 300 milliards d'actions Apple en une seule fois, bien entendu, ça ferait complètement s'effondrer le marché. Donc il est obligé d'y aller progressivement. Alors il continue à ne pas tarir d'éloges sur Apple. La réalité, c'est que Buffett vend sa plus grosse ligne pour l'alléger et se reconstituer une réserve de cash. Ça veut dire qu'il anticipe probablement une fenêtre de tir pour faire des achats. Et une fenêtre de tir pour faire des achats pour Warren Buffett, ça veut dire un crack ou une correction des marchés. Et pour lui, c'est évidemment une opportunité d'achat à long terme. Et c'est évidemment logique. Alors, pourtant, quand on regarde les graphiques, regardez, ça c'est le Dow Jones aux États-Unis, c'est le principal indice américain. Il est clairement orienté à la hausse. On a un petit mouvement de correction ici, mais enfin globalement rien de méchant. On se dit, finalement, les arbres pourraient continuer à grimper jusqu'au ciel. Mais encore faut-il regarder dans la bonne direction pour commencer à voir quelque chose. Et ici, vous avez le Russell 2000. Et le Russell 2000, c'est quoi ? C'est l'indice des petites et moyennes capitalisations. On va dire les grosses PME, ce qu'on appelle en France les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et qui sont cotées en bourse. Et bien ça, c'est les 2000 boîtes américaines, ETI, cotées en bourse. Et donc là, on voit que c'est beaucoup plus nuancé et que ça a quand même beaucoup de mal à progresser. Et c'est normal. Il n'y a pas de dynamique haussière claire parce que ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus fragiles, qui ont beaucoup plus besoin de financement, dont les clients peuvent faire des arbitrages à leur détriment. On continue à acheter son téléphone iPhone, mais on achète moins évidemment de produits des sociétés plus petites, ce qui est assez logique. Donc elles sont toujours plus fragiles, ces ETI. Il faut donc regarder les valeurs moyennes comme indicateur avancé. Et regardez, là ici en France, c'est la même chose, ça ne progresse plus, on a le même type de graphique sur le CAC 40, qui n'est pas le CAC 40, qui est le CAC Mid et Small Cap, donc petite et moyenne capitalisation, c'est exactement la même configuration, c'était ce que je vous expliquais ici dans les arbitrages que peuvent faire les consommateurs. Donc ce sont des sociétés qui sont plus fragiles et qui sont plus sensibles à la remontée des taux d'intérêt. Les cours de l'or, eux, sont le petit canari dans la mine, et l'explosion des cours de l'or vous annonce évidemment qu'il va y avoir un petit problème. La hausse ici de l'or que vous voyez entre 2009 et 2011, c'est évidemment quoi ? Eh bien, c'est la crise des subprimes. La hausse de l'or que vous voyez ici à partir de 2019, 2020, 2021, eh bien c'est évidemment, 2021 ça se calme, mais c'est évidemment la pandémie et le Covid. Et ce que vous voyez ici comme hausse de l'or, c'est la crise qui arrive. L'or est la valeur refuge par excellence. Il agit comme le petit canari dans la mine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est l'histoire du petit oiseau que les mineurs emportaient toujours avec eux parce que c'est un petit oiseau très fragile, et dès qu'il y a une baisse du taux d'oxygène, eh bien il meurt avant les êtres humains, et donc sa mort prévenait les mineurs qu'il y avait trop de gaz, ou une accumulation de gaz, ou une poche de grisou qui était en train de se former, et donc ça a sauvé la vie de centaines ou de milliers de mineurs qui avaient le temps de sortir. Si l'or augmente de cette manière-là, c'est qu'évidemment il y a des raisons. Alors,
En conclusion de cette petite causerie sur les propos du gouverneur de la Banque centrale du Canada, du Norvégien, bon, tous ceux qui disent voilà, attention, là ça commence à sentir un petit peu le roussi, j'allais dire sentir un peu le russie, lapsus révélateur, la résilience économique notamment des États-Unis s'explique parfaitement. La récession a fait baisser, une récession, ça fait baisser les profits des entreprises et donc ça fait baisser les cours de bourse. Et ça, il s'ajuste, et ça, pareil, ça se comprend, ça s'anticipe et ça s'explique parfaitement. Pour le moment, la transmission de la hausse des taux d'intérêt à l'économie met beaucoup plus de temps qu'avant, pour des raisons qu'on vient de voir ensemble, et donc là aussi, ces raisons, elles sont parfaitement explicables, elles ne sont pas éternelles, elles sont en train de prendre fin. Ce retard dans la transmission ne signifie pas qu'il n'y aura pas de transmission, et qu'il n'y a pas de transmission. Mon postulat et mon point de vue et ma conclusion analytique est que la transmission cette fois met plus de temps que les fois précédentes pour les éléments qu'on a vus un petit peu avant. Nous rentrons donc dans cette phase de transmission réelle, là ça va commencer à se voir, 18 mois après la hausse des taux. Encore une fois, quand on passe les taux de 0,5 à 0,75 à 1, à 1,5, à 2, bon, il ne se passe pas grand-chose, et puis commence à se passer des choses à partir de 5, donc ça fait quoi? Ça fait 18 mois en réalité qu'on y est. On peut penser que nous sommes dans un délai de transmission qui sera plutôt entre 24 et 36 mois, plutôt qu'entre 12 et 18 mois de manière plus classique et plus traditionnelle. Donc là, l'économie a plus d'inertie et réagit moins vite. L'inflation reste élevée, ce qui implique des taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu, et ce n'est pas bon pour l'économie, et c'est exactement ce que dit le gouverneur de la Banque du Canada, dont la parole est évidemment plus libre que celle de Christine Lagarde à la BCE ou de Jérôme Powell à la Fed. Et donc évidemment, eh bien, ça m'amène à ce dossier stratégie du mois d'avril, avec quelques jours de retard, mais c'est la faute au pont, vous m'en excuserez, qui sont donc disponibles dans vos espaces lecteurs, vous pouvez aller les télécharger. Et l'or, et cette hausse de l'or que j'analyse dans ce dossier, évidemment, eh bien, c'est encore une fois cette petite idée du canari dans la mine. Qui achète de l'or? Et je vous réponds dans les 30 pages d'analyse. Pourquoi on achète de l'or? Pour protéger évidemment son cash du krach boursier, du krach obligataire et des risques d'insolvabilité des États, puisque vous avez bien compris que des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps, c'est aussi des risques sur les États et sur la stabilité financière des États qui sont surendettés. L'or est le canari dans la mine, il est le véritable indice de la peur, bien plus que le VIX, et je vous explique pourquoi l'indice de volatilité, le VIX ou l'or ne font pas du tout la même chose. Pour vous révéler un tout petit truc, le VIX mesure une volatilité, l'or mesure réellement des anticipations. 27 pages de dossier pour expliquer pourquoi l'or monte, le scénario de la récession, les différentes manières d'acheter de l'or, etc., etc. Tout ça, c'est disponible dans vos espaces lecteurs, de même que cette présentation. Pour les abonnés à la lettre stratégie, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans vos espaces lecteurs et télécharger le PDF de cette présentation. Alors, merci à tous les amis pour votre attention. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo, à lui mettre des pouces et des doigts de schtroumpf, à vous abonner à la chaîne du Grenier de l'Écho, à activer les notifications parce que je crois que YouTube ne pousse pas forcément de manière très importante mes vidéos ces derniers temps, et c'est pour rester pudique. Et puis évidemment, vous pouvez me rejoindre sur le site insolentiae.com, vous abonner à la lettre d'information gratuite, c'est important, ça nous permet de rester en contact de manière beaucoup plus directe, et donc vous pouvez voir d'autres vidéos, mes interventions sur Ecorama, ce genre de choses, vous en êtes systématiquement prévenu, même si vous n'êtes pas notifié forcément dans le flux, puisque vous êtes plusieurs à me dire que vous n'êtes plus notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une excellente semaine, de belles et de bonnes réflexions, de beaux échanges, plein de commentaires. Prenez grand soin de vous. C'est bien entendu le plus important. L'économie, ça reste que de l'intendance. Salut les copains.